Vous n'avez pas besoin que je vous pose des questions pour réagir à l'intervention de Jean-Paul Boucher. Je n'ai pas une légitimité énorme dans ce débat. Parce que moi, vous êtes patron, quand même. Non, mais je n'ai pas été... c'est pas là-dessus que j'ai travaillé. Donc, je suis intéressé par le débat et par entendre ce qui se dit. Moi, j'ai un point de vue patronal, donc très spécifique. Et en plus... inévitablement biaisé par ma fonction patronale. Juste quelques remarques qui sont dans le désordre. Moi, ce qui me frappe, c'est que l'individualisation des rémunérations des cadres dirigeants des groupes se traduit par une sensibilité extrêmement forte de ces cadres dirigeants à la performance financière du groupe, puisqu'elle est calquée là-dessus. C'est assez difficile pour un cadre dirigeant, ils ne sont pas plus mauvais que les autres, de faire le départ entre sa rémunération et les objectifs de long terme qu'il doit poursuivre. Et je pense que là, il y a un véritable sujet, et je crois que dans les politiques de part variable, sur lesquelles on ne reviendra pas, parce qu'elles sont mondiales. Il faut bien voir que dans les grandes entreprises, la politique de rémunération est maintenant fixée sur le plan mondial. Elle n'est plus fixée sur le plan national. Et donc, on ne reviendra pas sur ces affaires de part variable, mais je pense qu'il faut tout faire pour que les parts variables soient alignées sur les objectifs de long terme de l'entreprise. C'est extrêmement difficile, mais ce n'est pas impossible. Deuxièmement, il est clair que ces politiques de part variable ne doivent pas isoler les cadres dirigeants les uns par rapport aux autres et les mettre en compétition. Donc il est très sain que ces parts variables portent sur des performances collectives et pas sur des performances individuelles. Il y a une partie sur la performance individuelle, mais une partie sur la performance collective. Et encore une fois, la performance collective à aussi long terme que possible. Ça, c'est ma première remarque. La seconde remarque, c'est que à EADS... j'avais lancé ce qu'on appelait, dans notre vocabulaire anglo-saxon, un engagement survey, c'est-à-dire une étude d'engagement du personnel. Je n'étais pas fanatique, d'ailleurs, de la chose au départ. C'était une proposition qui avait émané d'Airbus et que j'ai reprise au niveau de ADS, et je n'étais pas fanatique. J'en ai quand même tiré quelques enseignements, même si j'ai trouvé que ça aurait pu être fait autrement. La réponse est revenue comme une gifle. C'est-à-dire que les 80% du personnel a répondu. Et leur réponse a été « nous ne sommes pas engagés, nous ne nous sentons pas engagés dans l'entreprise ». Bon. Il y avait, vous savez, les très engagés, moyennement engagés, pas engagés, désengagés. Eh bien... il y avait une partie significative de gens désengagés, il y en avait qui n'étaient pas engagés du tout, et la partie très engagée était très limitée. Et nous avons regardé cela, et ce qui m'a paru clé, c'est la situation du management intermédiaire, c'est-à-dire de ceux qui se situent au contact de la base, mais déjà cadres, et qui ont à animer le fonctionnement de l'entreprise, en fait. Et cette catégorie des managers intermédiaires se sentait à la fois... elle subissait la pression de la base, elle avait à gérer cette pression de la base, et en même temps, elle était sous le couvercle du haut management de l'entreprise, avec une communication très faible avec ce haut management, si ce n'est une communication au travers comme vous disiez, du top-down, c'est-à-dire que ça tombe, c'est un management vertical. Et tout le travail a consisté à remettre le management intermédiaire dans une position d'acteur dynamique de l'entreprise. Je ne suis pas du tout sûr qu'on y réussit. Mais enfin, c'était l'objectif qu'on s'est fixé. C'est un travail très long, d'ailleurs, très long. Parce qu'il faut changer tous les fonctionnements de l'entreprise. Mais c'est tout à fait décisif, et je pense que ce que j'avais... Alors, je parle plutôt des grands groupes, puisque je n'ai connu que les grands groupes. Mais
cette question du management intermédiaire, elle me paraît se poser dans tous les grands groupes actuellement. Troisième remarque, le débat dans l'entreprise. Ça dépend des entreprises. Mais globalement, vous avez raison sur le fait que le débat est relativement faible. Il n'est pas nul. Il y a quand même des gens qui s'expriment dans les entreprises. Ce ne sont pas uniquement des bénis oui-oui. Et je peux vous dire que vous sentez quand même les réactions qui peuvent s'exprimer, hein. Même dans l'encadrement, même si ça ne dépasse jamais une certaine dose, parce que les gens savent que leur job peut en dépendre, donc ils ne vont pas au-delà d'une certaine limite. Mais enfin, vous avez raison, on ne fait pas, à mon avis, on ne tire pas ce qu'on pourrait tirer de l'intelligence collective que représente une entreprise. Il y a une intelligence collective considérable. Cette intelligence collective, elle n'est pas valorisée au sein de l'entreprise. Et c'est une grande difficulté, mais je pense une grande nécessité, que de mettre en place les dispositifs qui permettent à cette intelligence collective de s'exprimer. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et il y a des pays qui savent le faire mieux que nous. Je pense que le Japon sait mieux le faire que nous. L'Allemagne sait mieux le faire que nous. Parce que la culture du consensus dans ces entreprises, qui fait qu'une décision n'est adoptée que lorsque tout le monde est d'accord, oblige inévitablement à un débat interne à l'entreprise où les esprits se frottent les uns contre les autres, ou les uns avec les autres. Nous sommes quand même dans des systèmes français plus monarchiques, où la vérité tombe du ciel. Il y avait, je ne sais pas si vous avez lu Le Monde d'hier soir, mais il y avait 2 photos de Carlos Ghosn qui étaient absolument extraordinaires. Extraordinaires. Alors, je ne veux pas du tout critiquer Carlos Ghosn, ce n'est pas mon objectif. Mais les 2 photos étaient extraordinaires. La première, il était dans une grande pièce, assis dans un fauteuil comme ça, tout seul au milieu de cette pièce. On se demandait ce qu'il y faisait, d'ailleurs. La solitude du cadre dirigeant. Et la seconde, c'était, il était assis à une table, type table de conseil d'administration, que des chaises vides, et lui au bout de la table. C'était absolument formidable. Alors, je pense que le photographe a des mauvaises intentions à son égard, mais sa direction de la communication s'est quand même fait piéger. Ou alors c'est lui qui le voulait. Mais ça illustrait parfaitement ce que peut être la solitude du chef entretenu au sein d'une entreprise. Et ça m'a paru presque l'archétype de ce qui ne me paraît pas mettre en valeur l'intelligence collective de l'entreprise. Sur les IRP, institutions représentatives du personnel, moi je pense que... Moi j'ai eu l'expérience un peu particulière de ADS, qui est une entreprise franco-allemande, où les modes de fonctionnement sont quand même assez marqués par la présence allemande. Et le comité d'entreprise d'Airbus, le comité d'entreprise de ADS, donc à chaque niveau, est co-présidé par un syndicaliste français et un syndicaliste allemand. Et moi, j'ai été invité au comité d'entreprise. J'avais quand même dirigé 3 boîtes avant, et j'avais présidé des centaines de comités d'entreprise. Là, j'étais invité au comité d'entreprise. On me disait, monsieur Gallois, vous passerez à 9h30. Je me pointais à 9h30, fort courtois, et puis à 11h30, au revoir monsieur Gallois, merci. Il y avait un café quand même. Il y avait un café. Il y avait un café. C'était dans... Et alors? Non, je pense que ça, il ne faut pas attendre de ça des miracles. Je l'ai proposé à titre volontaire dans mon rapport. Ça a suscité des débats. Et une organisation syndicale, un représentant d'une organisation syndicale que je ne nommerai pas, m'a dit, vous voulez nous piéger? J'ai dit oui, évidemment. Évidemment que je veux vous piéger. Parce que à partir du moment où les représentants du personnel sont en situation de présider le comité d'entreprise, ils sont obligés de prendre en compte la totalité des intérêts de l'entreprise. Toutes ces dimensions. Il faut évidemment leur donner la possibilité d'exercer cette responsabilité de manière valide. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait le débat là-dessus. Parce que ça marche en Allemagne, qui n'est quand même pas un pays
bolchevique, hein, on est encore... je ne vois pas pourquoi ceci ne fonctionnerait pas en France, et je pense qu'il faut changer les coordonnées du problème dans l'entreprise si on veut faire bouger, si on veut sortir du théâtre. Parce qu'un comité d'entreprise actuellement, c'est le théâtre. C'est-à-dire que l'intelligence collective, elle est zéro. Comité d'entreprise. Zéro. Chacun vient pour avec sa posture et la garde jusqu'à la fin. Et je crois qu'il faut qu'on sorte de ces postures. Aussi bien le patronat et le mettre en situation de venir au comité d'entreprise s'expliquer et non plus le présider, c'est un changement de posture. Et il faut aussi que les syndicats changent de posture et les mettre en situation de présider, c'est un changement de posture. Et je pense que ça, c'est tout à fait décisif. Alors, c'est peut-être un peu un gadget, mais il faudra en trouver d'autres. L'entrée des syndicalistes au conseil d'administration, moi, je ne l'ai pas mis dans mon rapport à la rubrique amélioration du dialogue social. Tout à fait. Je l'ai mis dans la rubrique expression des intérêts à long terme de l'entreprise. C'est-à-dire que face à des actionnaires qui ont des préoccupations qui sont de court moyen terme, pour l'essentiel, qui est-ce qui peut représenter les intérêts à long terme de l'entreprise? Il y a le management et il y a les personnels. Il faut donc qu'il y ait un équilibre. Il peut y avoir aussi les clients et les fournisseurs, d'ailleurs, qui sont aussi des parties prenantes de l'entreprise. Donc il faut qu'il y ait un équilibre au conseil d'administration qui permette à cette dimension du long terme d'apparaître. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je souhaite qu'il y ait les syndicalistes, qu'il y ait les représentants du personnel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis assez favorable à l'idée qu'il n'y ait pas que des représentants du personnel de l'entreprise. Et puis qu'il puisse y avoir des représentants du personnel de la filière. Alors le problème, c'est que quand il n'y en a qu'un, ça sera quelqu'un de l'entreprise. Et moi, j'avais proposé qu'il y en ait 4, quitte à ce qu'il y en ait représentant les personnels hors de France, qui ont droit eux aussi à leur représentation. Et je crois qu'il faut changer, c'est un élément décisif pour changer les coordonnées du problème. Qu'est-ce que j'avais encore d'autre? Oui, un mot sur l'internationalisation. Elle pose vraiment un problème au cadre. Dans des entreprises, alors évidemment je m'adresse plutôt aux grandes entreprises, hein, mais de plus en plus d'entreprises de taille intermédiaire ont maintenant des implantations à l'étranger. Et ont des personnels qui se partagent entre la France et l'étranger. Comment arriver à faire vivre cette communauté humaine répartie sur 3-4 continents? Et comment, quel défi ça représente pour la gestion de l'entreprise, certainement, mais aussi pour la vie des cadres dans ces entreprises. Je crois qu'on n'a pas encore complètement assumé, fait le tour de cette question. Il faut faire vivre une communauté diverse, avec des nationalités différentes, des cultures complètement différentes, des modes de relations sociales totalement différents selon les différents pays. Et cette question, elle n'est absolument pas abordée actuellement dans le débat en France sur le management des entreprises. Et moi, je pense que c'est un débat qu'il va falloir ouvrir pour les prochaines années. Moi, j'avais été frappé, je suis passé dans l'AFEP. Je suis allé expliquer mon rapport à l'AFEP. L'AFEP, c'est l'Association française d'entreprises privées, c'est en gros le CAC 40, hein, plus quelques grandes entreprises qui ne sont pas au CAC 40. Le débat a porté sur les administrateurs salariés. Et une partie des patrons qui étaient là, et je vais en citer un parce que c'est plutôt positif, le patron de Suez Environnement, pas une petite entreprise, Suez Environnement, ça doit être 300 000 personnes. Hein. Bon, le patron de Suez Environnement a dit, moi, je suis d'accord pour avoir des représentants salariés, des représentants du personnel à mon conseil d'administration, mais je veux des représentants du personnel mondial de mon entreprise. Parce que moi, je suis mondial, j'ai des gens partout. Et ça pose une véritable question.
ça pose une véritable question, parce que pour les organisations syndicales françaises, c'est un élément de confrontation extrêmement exigeant. Vous aurez des gens de Singapour, du Pérou, autour de la table, avec des comportements complètement différents. Alors, ce que je disais au niveau des cadres, on peut le retrouver à ce niveau-là aussi. L'internationalisation des entreprises va poser des problèmes très spécifiques, et je m'arrêterai là, à cette question du management des entreprises et de la mise en valeur de l'intelligence collective au sein de ces entreprises. Sur ce dernier point, c'est vrai que c'est une question qui est relativement peu abordée actuellement. Enfin, elle émerge quand même dans un certain nombre de discussions. Je vois Marc Deluzet est là, avec Lozi, c'est quand même des choses qui ont été aussi abordées à travers la question de l'internationalisation des activités et place et rôle justement des managers. On a aussi du syndicalisme cadre au niveau européen et international dans lequel on a commencé aussi à poser ces questions. Moi, je me souviens à Melbourne, quand on avait présenté les 10 conditions d'exercice de la responsabilité professionnelle des cadres et des managers, on était déjà un petit peu aussi sur ces questions et c'était porté effectivement par le syndicalisme européen et international. Ceci dit, il y a encore beaucoup à faire. Le point précédent, parce que c'est vrai que, bon, ça figurait dans le rapport, on n'est pas loin de penser que parfois, enfin bon, moi j'ai été des deux côtés, donc... Le jeu très théâtral, effectivement, à travers le comité d'entreprise ou les IRP, oui, c'est une évidence, et je pense qu'il faut en sortir. On en sortira, à notre sens, que d'une seule manière, c'est le jour où le critère dominant de la prise de décision finale, au moment de la fin d'une négociation, au moment d'aboutir, si le critère dominant, c'est effectivement le plus pour le bénéficiaire final, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Ça peut être le travailleur et pas obligatoirement le salarié, attention. Hein. Il y a aujourd'hui des nouvelles formes d'emploi, ne les oublions pas. Quand on négocie sur les retraites complémentaires, hein, comme je le fais actuellement avec mes petits collègues, enfin quoi que moi je ne négocie pas parce qu'on a un principe à la CFDT, c'est que quand on a une responsabilité de gestion, j'ai la vice-présidence de la GIRC, je ne suis pas dans l'équipe de négociation. Ça n'empêche absolument pas de donner mon point de vue, évidemment. Mais lorsqu'effectivement on est sur l'équilibre des régimes, on voit bien qu'actuellement il y a un jeu de posture entre les organisations qui est extrêmement complexe, surtout après l'accord du 11, mais le fond du problème, c'est quand même de sauver la retraite par répartition, ne l'oublions pas. Et ça veut dire que comme nous, contrairement à l'assurance vieillesse, enfin, contrairement au régime de base, on n'a pas de recours au crédit, je crois qu'il faut le rappeler. Donc, le critère dominant, c'est qu'on puisse effectivement demain continuer à faire vivre ce système, à assurer des niveaux de pension, je dirais, qui soient effectivement équitables, et la question des efforts à produire aujourd'hui, et la question de l'équité des efforts est une question dominante. Voilà, donc, mais ça à tous les échelons, enfin, que ce soit au niveau national, interprofessionnel, ou au niveau de l'entreprise, est-ce que finalement, au bout du bout, le critère dominant, c'est bien celui-ci? Je n'en suis pas sûr. Il faudra revenir effectivement sur cette question-là. Un autre commentaire, parce que vous avez parlé effectivement du management intermédiaire. Alors, c'est un pur hasard, mais lorsqu'il y a eu effectivement cette enquête chez l'EADS, j'étais invité à commenter à deux voix avec le DRH. C'était M. Baril, je crois. Baril, oui, ça c'est pour Airbus, oui. Oui, pour Airbus. Oui, qui maintenant est DRH de l'ADS d'ailleurs. Et qui est DRH de l'ADS. Et alors voilà, on était dans un club parisien qui s'appelle le CEPS, là aussi, Cercle d'études prospectives et stratégiques. Et donc, il s'exprimait en tant que RH et moi en tant que syndicaliste. Et il avait pointé effectivement cette question, on va dire, du faible engagement ou de peu d'engagement du management intermédiaire. Et alors évidemment, la question qui est venue très naturellement dans la salle, mais que comptez-vous faire? Et la réponse a été un peu surprenante parce qu'ils avaient fait tout ce travail à travers un travail d'enquête, finalement, avec un opérateur extérieur ou un consultant extérieur. Un très mauvais opérateur extérieur, je me permets de le dire. Il l'a dit aussi. Donc, on a très mal choisi. Vous êtes tout à fait en phase, donc évidemment on ne donnera pas de nom. J'espère bien qu'on est en phase, sinon il va entendre parler de moi. Mais ce qui était surprenant, c'est qu'il y avait alors évidemment management intermédiaire, manager de proximité, il faut absolument effectivement faire quelque chose prioritairement à ce niveau-là. Et il y a quelqu'un qui dans la salle dit, mais vous en tant que RH, comment vous allez être en appui
au management de proximité. Et alors là, il n'y avait pas de réponse. Mais il n'y a pas de réponse, mais pas plus qu'il y en a eu dans tous les rapports qu'on a vus où on voit des cadres de proximité partout. On les met à toutes les sauces, mais on n'a pas vraiment dit quel est l'appui professionnel on va leur apporter pour faire leur travail dans de bonnes conditions. C'est pas pour qu'ils soient simplement bien au travail, non, pour faire leur boulot dans de bonnes conditions. Et cet appui professionnel, c'est pas le monopole des RH, de mon point de vue. C'est aussi une question qui intéresse le management, la hiérarchie. Et je pense que, je vais même plus loin, c'est quelque chose qui devrait intéresser les syndicalistes aussi. C'est-à-dire que cette question de l'appui professionnel de proximité, ça ne peut pas nous désintéresser. Alors évidemment, on est faible, on n'est pas nombreux, on dira tout ce qu'on veut, évidemment, on est en France. Hein. Moi j'étais en Suède la semaine dernière, évidemment, quand on discute avec nos collègues de TCO et d'Unionen, la question de l'appui professionnel aux managers de proximité, ils peuvent vous en parler. Hein, parce qu'ils ont mis en point une offre syndicale, qui est une offre de service professionnel. Donc voilà, ça nous donne une petite idée de la marge qui nous reste effectivement à courir. Mais cette question-là est évidemment éminemment importante. Et je termine sur le commentaire de Louis Gallois concernant effectivement les parts variables. On l'a même écrit. On a fait des contributions en ce sens-là avec l'Observatoire des cadres et avec la CFDT cadres. Cette question effectivement de l'indexation, ou au moins de la prise en compte du long terme dans les parts variables de rémunération, c'est une question éminemment importante. On va un peu plus loin, c'est que la question de la contribution des acteurs à la performance collective, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est absolument pas reconnu. Moi, j'en ai fait l'expérience dans une entreprise high-tech, où c'est évident que la question de la compétitivité, c'était d'abord une question de maintien en permanence sur des technologies qui n'arrêtent pas de bouger. C'était le maintien finalement d'une valeur ajoutée additionnelle par rapport à nos clients. Et que ça, en interne, ça s'organise. Ça s'organise de différentes manières. Le choix qui avait été fait, c'était de dire on va organiser la mutualisation des savoirs. Donc, quelque part, on va remettre de la coopération là où il y avait beaucoup trop de compétition. Quand je suis allé voir mon patron à l'époque en disant voilà ce que je souhaite mettre en place, donc on n'appelait pas ça encore du knowledge management, mais ça lui ressemblait beaucoup. Et il m'a dit mais Jean-Paul, ça va coûter combien? Effectivement, j'avais pris le temps de chiffrer. Puisque quand on veut faire ça dans une entreprise, évidemment, c'est du temps. Alors surtout quand on est dans une société de service, ça veut dire que c'est des factures en moins, évidemment, aux clients. Hein. Donc vous avez bien compris. Donc sur une année, voilà, ça faisait à l'époque, on va dire, tant de francs, tant de kilos euros. Il m'a dit, mais c'est inconcevable, enfin bon, on ne peut pas se permettre de faire ça. Il était sur un raisonnement quelque part, à travers cet exemple, de compétitivité, effectivement, par les coûts. Ça va coûter. Eh bien, la question de fond, c'est quand on est manager, c'est qu'est-ce que l'on va opposer à ce discours-là et qu'est-ce que l'on va mettre de l'autre côté du compte d'exploitation. Alors, je fais parfois l'exercice avec un certain nombre d'étudiants en disant « aidez-moi à remplir l'autre colonne du compte d'exploitation ». Et là, l'exercice est en général tout à fait intéressant avec des futurs jeunes diplômés parce qu'évidemment, c'est un peu compliqué pour eux, mais on le fera avec un certain nombre de managers ou de cadres dans les entreprises, ce sera un peu compliqué pour eux. Je vais tout de suite à la conclusion parce que j'ai réussi quand même à obtenir un feu vert de la part du comité de direction. C'est parce qu'on était sur une SS2I, 350 personnes, et que le turnover était à 1%. Et un turnover à 1%, quand la moyenne du marché était à 14% à l'époque, ça veut dire qu'effectivement, là, il y avait des coûts, effectivement, il y avait de la compétitivité, parce que former quelqu'un, surtout sur le high-tech, c'est à peu près 6 mois, c'est du monitorat, c'est du tutorat, donc quand il s'en va, ça coûte très très cher. Donc on voit bien que la compétitivité hors coût, je vous donne cet exemple-là, moi, je l'ai vécu aussi avec mes tripes. Et donc, quand à un moment donné, on a réussi finalement à rééquilibrer, à faire la démonstration qu'il y a aussi une justification économique à réinvestir en recherche-développement, à faire du partage de savoir et de connaissances, eh bien, on a fait un pas en avant. Et pour terminer cette petite histoire, j'étais tellement content de mon coup, je me dis, mais maintenant, finalement, ça va être très simple. Eh bien, le plus dur commençait, c'est aller convaincre, finalement, des clients qu'il faut libérer des gens pour pouvoir faire ça, c'est très compliqué. Donc vous voyez, la question de l'innovation, ce n'est pas une question qui est simple, c'est une question qui est éminemment complexe, c'est un combat, mais en même temps, je pense qu'il faut que les managers, et moi je terminerai là-dessus avant de vous redonner la parole, c'est qu'il faut qu'ils retrouvent du pouvoir d'action. On n'arrête pas d'entendre nos marges de manœuvre se sont réduites parce qu'il y a eu l'éloignement, j'irais, des lieux de la prise de décision, parce qu'on consacre de plus en plus de temps à faire du reporting. Enfin, on entend ça en permanence. Les cadres A des fonctions publiques ont été peut-être les plus, j'irais, incisifs sur cette question, en disant on a considérablement vu nos marges de manœuvre se réduire. Et en même temps, ils nous ont dit, je reprends exactement les propos de Louis Gallois, il faut qu'on retrouve de l'intelligence collective.
Ben voilà, autour de ces deux articulations. Donc retrouver du pouvoir d'action, ce n'est pas qu'une affaire individuelle. Hein. Ça veut dire que le syndicalisme devra recréer non seulement les conditions de la confiance, mais les conditions permettant à tous les acteurs, et pas simplement d'ailleurs les cadres et les managers, mais ils sont quand même un peu concernés, de finalement retrouver cette envie. Vous avez cité le terme d'envie. Eh bien, quand on retrouve l'envie, on retrouve aussi du pouvoir d'action, à condition que les conditions soient réunies pour le faire, et ça, c'est aussi de la responsabilité des employeurs.